Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Gilles, un jeune homme qui ne manque pas de vaillance. Gilles souffre de schizophrénie et on peut dire que cette maladie lui en fait voir de toutes les couleurs. En plus de combattre ses nombreux démons, Gilles se bat aussi contre une dépendance aux drogues. Préparez-vous à être touché et ému par le parcours rocambolesque de cet homme courageux. Gilles, premièrement, je veux te dire merci d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue-là. C'est vraiment généreux de ta part. Ah, c'est mon plaisir. Gilles, on peut dire que tu as eu une vie quand même assez particulière. Déjà à l'adolescence, donc tu t'es retrouvé avec des problèmes de toxicomanie. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment comment tout ça a commencé dans ta vie et pourquoi? OK. Moi, j'ai eu une belle enfance entourée de personnes qui m'aimaient. Et c'est seulement vers l'âge de 14-15 ans que j'ai commencé à expérimenter avec l'LSD. Je me disais que j'allais pouvoir m'illuminer avec l'LSD. Et j'étais bien fort là-dessus. Je me considérais un genre d'hippie OK. qui tripait et qui allait savoir des choses. C'est toujours pour m'érudir, m'enrichir. Je voulais toujours me donner une perspective plus ouverte. C'est ça, fait que c'était un peu par curiosité, par justement, par Ouais. savoir, OK, où est-ce que ça va me mener, qu'est-ce que ça peut faire. Exactement. Parce que souvent, on a souvent le préjugé que les gens qui souffrent de toxicomanie proviennent d'un milieu familial défavorisé, où est-ce qu'il y a Non, beaucoup de pas du tout. violence. Pas pour moi, non, pas du tout. Comme j'ai dit, mes parents, c'est les deux personnes les plus respectueuses que je connaisse. En effet, Gilles provient d'une famille aimante, aisée et éduquée. Il a été élevé dans les beaux quartiers. On est bien loin d'un environnement familial dysfonctionnel, n'est-ce pas? J'ai commencé à aller à des raves. Puis justement, à l'âge de 15-16 ans, j'ai été à un rave, puis j'ai pris trop d'acide. Plus tard, on m'a dit que j'ai fait une overdose de LSD. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu mon dealer habituel, et puis il m'a vendu de l'acide, mais il m'a dit, cet acide-là, il est très fort. Il faut que tu découpes une pièce de papier en 8, puis tu prennes un petit bout. OK. Moi, j'en ai pris genre 4 gros. Ouais. OK. Puis, en tout cas, au début, c'était vraiment trippant. J'avais un bon temps. Je voyais tous des genres d'esprit qui passaient entre les gens dans le rave. Puis, c'était comme une communale, une expérience communale. Je connectais avec le monde alentour de moi sur un niveau que j'avais jamais pensé possible. Mais à un moment donné, ça a commencé à virer un petit peu. J'ai eu un petit peu d'anxiété, je sais pas pourquoi. Puis j'ai commencé à regarder la scène comme si c'était faux. Ça marchait plus, il y avait quelque chose. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre quand j'y pense. Puis mon trip a parti dans un négatif. Puis finalement, c'est devenu noir vraiment, là. Puis il y avait des flammes, des loups, des monstres, des démons qui sortaient des murs. Les gens devenaient tous difformes avec des grosses canines et des yeux violets, genre, là. Puis ça passait en... Je voyais tout d'un coup, je suis sûr que c'est pas arrivé, mais toutes les lumières sont devenues des lumières fluorescentes vraiment puissantes. Puis je voyais, tout le monde était couvert de boutons, puis ça saignait, il y avait du pu. C'était vraiment bizarre. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir des convulsions. J'ai pissé dans mes culottes, plein d'affaires. Et puis, en tout cas, les paramédics sont venus, puis ils ont dû me sortir d'une crise. Je m'étouffais sur ma langue. Et puis, ils ont dû sortir ma langue de ma gorge, plein d'affaires.
dans mon trip, je pensais que les paramédics, c'était des démons qui allaient m'amener en enfer. L'ambulance, c'était le chariot à l'enfer, quelque chose comme ça. En tout cas, alors, je me suis mis à les repousser et à crier après et plein d'affaires. Et ils ont dû appeler la police pour me contrôler. Et justement, ils m'ont amené à la station de police. Ils ont été violents avec moi un petit peu. C'est pas mal traumatisant. Ils m'ont amené à la station de police et moi, j'étais devenu parano. Je pensais qu'ils allaient m'amener dans une chambre et me torturer, là, quelque chose comme ça. Puis, en tout cas, ils ont appelé mon père, mes parents, et mon père s'est réveillé, ma mère dormait encore, mais il est venu me ramasser à la station de police à 4 heures du matin. Et on a jasé pendant à peu près 3 heures à propos de pourquoi j'ai fait ça. Finalement, j'ai repris de l'SD après parce que je me disais que peut-être que ça allait améliorer mon état parce que vraiment, après le lendemain du fameux trip au rave, là, je me sentais différent. Il y avait quelque chose qui avait changé à l'intérieur de moi. J'avais une forme d'anxiété et puis j'avais de la paranoïa. Je me suis mis à me retirer un petit peu de la vie, du monde. Je fumais mon pote dans une petite cabane. Là, genre, ouais. T'es comme devenu un peu plus marginal, un peu plus isolé, justement, oui, de la isolé. société. Puis alentour du même temps, mes amis du secondaire m'ont un petit peu abandonné. Ils se tenaient plus avec moi, ils me trouvaient un petit peu différent. Ils ne savaient pas ce qui se passait. J'ai passé du temps à moi-même à méditer, puis j'ai commencé vraiment à penser aux problèmes du monde. Et j'ai développé une grande compassion pour les démunis, les pauvres, ceux qui souffrent de maladies, d'abus, de toutes sortes. Et ça m'a vraiment absorber l'esprit. J'étais dans une dépression, mais ce n'était pas une dépression personnelle. C'était au niveau du monde dans lequel je vivais. Je me trouvais vraiment différent d'autres mondes. Je me trouvais plus paisible. Alors, je regardais le monde d'une façon comme si les gens étaient un petit peu plus vicieux que moi. Et ça me faisait peur aussi parce que je voulais pas sortir de ma cabane, là. Mais finalement, avec l'aide des nouveaux amis que j'avais, je me suis réintégré à une forme de socialisation, là. J'avais des amis, j'allais à des parties, mais je me sentais toujours un petit peu à part. Mais je voulais toujours encore aller un niveau plus haut dans mon psyché. C'est drôle quand j'y pense, mais c'est pas drôle en même temps. Mais un soir, on avait un gig à un party. Et puis, j'ai décidé de prendre de l'acide. Je pensais que ça allait me faire jouer mieux. Je voulais impressionner quelqu'un, je ne sais plus trop, là, mais en tout cas. Puis, j'ai eu cet acide-là. Encore, il m'a dit, il est très fort, fais attention. OK. Comme je l'étais, je me disais, j'ai pris beaucoup d'acide, ça ne va pas m'affecter tant que ça. J'en ai pris, et je ne sais pas si c'était la goutte qui a fait déborder le verre, là, mais j'ai pas dormi pendant 8 jours. Oh mon Dieu. Et puis, je suis devenu vraiment différent.
je portais genre une couverture alentour de moi. Je m'étais mis les cheveux dans une façon que j'avais jamais fait. Tout était différent. J'entendais des voix. Je suivais un courant. Vraiment, c'est comme si j'étais parti avec le vent. Et jusqu'à là, j'avais un gros sac rempli d'objets que j'avais trouvés. J'ai fait une grosse haltère vraiment taille énorme, là. Et puis, je faisais des rituels, je faisais plein d'affaires. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs histoires que j'ai entendues à propos de pourquoi ils l'ont fait, mais ils ont décidé de m'amener chez un psychiatre. Alors, je suis rentré dans son bureau. Dans mon état, le psychiatre semblait être le juge éternel de mon corps et de mon esprit. Et il m'allait envoyer soit dans un enfer psychiatrique ou dans le paradis terrestre. Et puis, il m'a fait m'étendre sur un petit lit dans une salle, là, puis il parlait, puis c'est vraiment bizarre pour moi. Et finalement, il a dit bon, je pense que tu devrais être hospitalisé. Et la police a été appelée. Elle est venue et ils m'ont mis en menottes. Moi, je me sentais vraiment dévalorisé dans ce moment-là. Je me disais, je suis pas un criminel. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils m'ont mis en menottes et ils m'ont amené au traversier. On a pris le traversier jusqu'à Campbell River où ils m'ont amené à l'hôpital. Finalement, ils m'ont lâché de mes menottes, mais ils m'ont mis dans une salle, une petite salle là, avec un vide dans le mur, puis un vide dans la porte, puis ils ont fermé la porte à clé. Ils m'ont injecté quelque chose et finalement, je me suis endormi. Mais encore dans mon état, je me disais, qu'est-ce qu'ils m'ont injecté? Avec quoi qu'ils m'ont injecté? Ils viennent-tu de m'anesthésier ou de me mutaniser? Je ne savais pas ce qui se passait. Alors, moi, je pensais finalement que je mourrais. Et puis, je suis mort dans la salle. Bon. Je me suis réveillé et puis, ils m'ont amené dans une ambulance jusqu'à... Et puis, j'étais menotté dans l'ambulance jusqu'à Comox, qui n'est pas trop loin. Et ils m'ont mis là. J'avais fait un petit altar dans ma chambre. Et puis, quand ils ont vu ça, ils ont dit, OK, je pense qu'il y a un problème. Parce que je faisais des petits rituels très silencieux dans ma chambre, mais ils m'avaient vu faire. Et puis, ils en ont parlé au docteur, puis le docteur, il a dit sûrement qu'il est schizophrène. Ce qui a suivi a été 10 ans d'essais et d'erreurs avec les médicaments. J'ai eu des médicaments qui m'ont mis dans des états impensables. Des genres de douleurs que tu ne peux pas expliquer, des genres de tripes infernales, d'hallucinations bizarres, des problèmes de santé, genre des crampes, de la diarrhée, l'insomnie. Moi, je passais des semaines sans dormir, sans prendre de drogue. Et quand je prenais de la drogue, je devenais encore plus high que si le monde disait comment est-ce qu'il est si high, ce gars-là? Je comprends pas. Tu sais, je prenais peut-être moins de drogue que d'autres gens, mais je démontrais toujours une grande capacité de highness. Mais souvent, quand je dormais pas, au début de ma carrière d'ecstasy, je me ramassais à l'hôpital.
parce que je devenais dans un état trop excité, trop enjoui, et le monde savait pas quoi faire avec moi, alors il appelait la police et il venait me chercher. Et aussi, des fois, c'est déprimant ce qui se passait ma mentalité avec l'ecstasy aussi. J'avais un trip, ça revenait aux problèmes du monde et aux problèmes de la société, et mon esprit rebelle ressortait et genre, je chantais sur le coin de la rue pour essayer d'éveiller le monde. J'étais comme un prêcheur sur le coin de la rue, sauf que j'avais pas de Bible. J'avais mes pensées et ma chanson. Et souvent, je me faisais arrêter par la police et amener à l'hôpital à cause de ça. Parce qu'ils voyaient ça comme Anormal. anormal. Ouais. Fait que dans le fond, tu as fait beaucoup d'allées et venues entre la station de police, ta vie dans les raves, ta vie en tant que toxicomane, puis aussi les L'hôpital. instituts psychiatriques, c'est ça? Oui, surtout les instituts psychiatriques. Il y a un moment où mon docteur a décidé que mes problèmes étaient liés à la drogue uniquement. Ah. Parce que j'avais jamais passé de période sans médicaments et sans drogue pour démontrer mon état d'esprit. Alors il se disait que tous mes problèmes étaient causés par la drogue. C'est dans un autre domaine, c'est plus la psychiatrie, c'est plus la police. Alors la police était chargée de me détenir jusqu'à temps que je sorte de mon état. Mais souvent, j'ai passé des périodes comme sans-abri. Et même si j'aurais pu être aidé par mes parents et des amis et tout, ça marchait jamais à cause de mon état. Je pouvais pas dormir, je dépaysais le monde. Et puis, en tout cas, c'est pas mal sévère des fois. Vivre sur la rue, j'ai vécu des expériences très négatives en vivant sur la rue, de la violence contre ma personne, pas être capable de trouver à manger, même s'il y avait du manger gratuit. Je me ramassais à avoir faim dans les petites heures du matin, genre je dormais pas, je marchais partout. J'ai développé de l'ostéoarthrite dans mes pieds et des ulcères en dessous de mes pieds. Et ça me faisait... Il y avait des moments où je ne pouvais pas me retenir de crier de la douleur de mes pieds. Mon Dieu. Puis ça, c'est à cause de ta condition quand tu étais itinérant, en fait, Oui. justement, parce que... Je marchais toujours, je Ok. marchais toute la nuit. Puis c'est là vraiment que mon usage du cristal meth, OK. la méthamphétamine cristallisée, en fait, a vraiment débuté dans un sens très négatif. Avant ça, j'en prenais des fois, j'en prenais dans les parties, j'en prenais des fois à la maison. Je trouvais que ça m'aidait avec ma musique, mon art, dessiner sous l'effet, faire la musique sous l'effet, j'aimais ça. Mais quand j'étais sans abri, je suis devenu vraiment enamouré avec le cristal. Et elle était ma blonde. Il était... le cristal était ma blonde, ouais, c'est ça. Mais... Sauf que c'était une mauvaise blonde pour toi. oui, oui et non. Il y a des moments où ça m'a aidé, j'ai trouvé. Ça m'a aidé à me sentir plus... même enlever les voix de ma tête, OK. enlever mes hallucinations. Ça travaillait dans une façon presque opposée à d'autres mondes, des fois, mais c'est sûrement parce que j'étais tellement habitué à avoir ce produit-là dans mon sang que quand j'en avais pas, c'était pire. Tu sais. Mais ça m'amenait à des plateaux... j'ai été très high. J'ai connu des plateaux d'existence que je pourrais jamais décrire en mots. C'est quelque chose de vraiment qu'il faut que tu fasses l'expérience toi-même, mais
c'est pas recommandé. Puis y avait-tu l'équivalent pour le bas, justement? Pour le? Pour le bas, tu sais, t'as eu des Le bas, highs ah oui, vraiment ah oui, ah paradisiaques. oui. Est-ce que t'as eu des Oui, descentes aussi les descentes difficiles? ont été très, très noires, très macabres même. Ah, Ah OK. oui, ah oui. Je me retrouvais plein de blessures à cause que j'avais genre des petits boutons, puis je grattais, puis j'avais des... Souvent, on voit des photos de gens qui prennent beaucoup de cristal, ils ont des lésions sur la face. C'est souvent parce qu'ils grattent. Là. OK. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu un problème dans ma face. Ça paraissait pas. C'était genre sur mes jambes, où on voyait pas. Puis ça m'a donné des mauvais tics des fois. Même j'avais un problème avec le décrottage de nez. Je décrottais mon nez jusqu'à temps que ça saignait, puis je continuais. Puis même, je prenais des outils, puis j'essayais d'enlever de la peau de mon nez. Le monde, il trouvait ça drôle des fois, mais des fois, il s'inquiétait alentour de moi aussi. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Mais aussi, j'ai eu des hospitalisations dues à la déprivation de sommeil. OK. Moi, typiquement, je passais 5-6 jours sans dormir, puis je dormais pendant 2 jours, 3 OK. jours de fil. Après ça, j'ai commencé à en prendre plus et plus et plus. Et c'est venu que je dormais pas pendant 2 semaines, 1 mois. 1 mois et demi, j'ai pas dormi une fois. Pas du tout, là. Pas du tout. Aucune heure de sommeil. 48 jours. Puis même, ça a duré jusqu'à 62. J'ai dormi pendant 3 heures après 48 jours. Et puis, j'étais toujours réveillé pendant un autre, 62 moins 48, ça fait 14 jours, ouais. Mais surtout, c'est surtout la déprivation de sommeil qui m'a vraiment marqué comme étant quelque chose de négatif, quelque chose d'horrible même. Je fumais tellement de cigarettes que je sentais plus la fumée dans ma gorge. C'est comme, j'enlevais le filtre, mais c'est comme si j'avais pas fumé. Je roulais des gros bâtards de cigarettes et j'essayais de fumer, mais ça m'enlevait pas. Tu la sentais pas. Je la sentais pas. Je mangeais pas, je dormais pas, je buvais pas d'eau. C'était vraiment... En tout cas, après 62 jours, je suis rentré au McDonald's. Ah, en partant de chez moi, j'avais tellement froid, mais c'était durant l'été. Et puis, j'avais tout le temps le calorifère allumé jusqu'au au plein. Puis, des fois, j'y touchais, je pouvais même pas sentir la chaleur du calorifère, tellement que j'avais froid. Puis, je portais à peu près 7 paires de pantalons et 5 sweatshirts, des t-shirts, des camisoles, plein d'affaires. Puis, je suis sorti aller au McDonald's. Je suis rentré là, puis qui est là? Mais mon travailleur social. Il me voit, la première chose qu'il dit, c'est « Tu vas pas bien, Gilles? » J'étais comme « Oh, qu'est-ce qu'il va faire? » En tout cas, ça a pris 4 heures, mais il m'a convaincu à aller à l'hôpital. Puis sûrement que ça m'a sauvé la vie parce que j'avais plein de problèmes. Mais et ça, cette période-là a été la plus difficile pour mes parents. Ils m'ont vu dans des états vraiment, vraiment... J'étais émessier. J'avais perdu tellement de poids qu'on voyait les côtes, on voyait j'avais le ventre qui rentrait vers l'intérieur. J'avais les bras minces. En tout cas, j'avais le visage tout creusé. J'avais des poches en dessous de mes yeux. C'était vraiment douloureux pour tes parents. Eux, ils t'aimaient, ils leur petit garçon, ils m'aimaient tellement. Comme ils m'aiment encore. Mais ça a été tellement difficile pour eux. Et plus tard, durant cette période, j'avais pas... je comprenais pas. Moi, c'était ce qui se passait dans ma vie. J'avais aucune façon que je pouvais changer ça. J'étais rendu vraiment dans la marde.
Mais Ouais, est-ce qu'il y a un suivi plus psychologique, outre la psychiatrie là, puis la médication? Tu sais, oui, OK, on arrive avec un diagnostic de schizophrénie, mais justement pour savoir un peu plus qu'est-ce que la personne vit de l'intérieur, est-ce que tu avais un suivi plus psychologique? Comment Non, tu te y a sentais? pas, y a pas de thérapie vraiment. C'est ça. Ils n'utilisent pas toutes les ressources qui. Ça, c'est vraiment laissé à la personne. Et c'est triste parce que souvent, les gens qui sont affectés mentalement ne, ne connaissent pas toutes leurs options. Hmm. J'ai pris tellement de différentes sortes. À un moment donné, je prenais 7 différentes sortes de médicaments en même temps. Et en fait, quand je suis allé à la pharmacie pour avoir mes pilules, le pharmacien a dit, tu prends pas ces pilules-là toutes en même temps, hein? J'ai dit oui, c'est ça ma prescription. Puis il dit, tu pourrais mourir. Et j'ai rapporté ça à mon docteur Mhm. et elle a dit, il sait pas de quoi il parle, c'est un pharmacien. Moi, je suis un psychiatre, je sais, je sais. Puis moi, même, j'ai regardé sur le poster d'interaction de drogue, OK. puis celle que je prenais était en mauvaise interaction. Alors, c'est vraiment à la discrétion du psychiatre. Sinon, pour en revenir tantôt, tu m'as parlé, tu sais, dans le fond, tu fais beaucoup de musique. On dirait que tu fais ça depuis très longtemps. Oui. Est-ce que ça a été une forme d'exutoire, par exemple, pour toi, la musique, tu sais, dans tes périodes les plus difficiles, les plus sombres? Ah oui, j'ai vraiment profité de ma musique dans ces temps-là. C'est ma musique qui m'a sauvé, OK. vraiment. Quand je pense à ça, je pense à... J'ai vu une photo de Lenny Kravitz Mhm. qui avait un T-shirt qui disait « Music saved my life ». Ah oui? Puis je me sens exactement comme ça. « Music saved my life ». La musique a sauvé ma vie. Hmm. Ouais. Aujourd'hui, Gilles, t'as l'air bien, tu sais, comment ça se passe pour toi? Je me sens très bien de ce temps-ci. Ça fait 3 ans et demi que j'ai arrêté de prendre la drogue dure. OK. Disons l'ecstasy, le cristal, l'héroïne, LSD. le crack, OK. l'LSD, les champignons. C'est pas vraiment des drogues dures, l'LSD puis les champignons, c'est plutôt des psychédéliques. Mais j'ai arrêté tout psychédélique. OK. Le seul, disons, drogue, moi j'appelle pas ça une drogue, c'est ma médecine, c'est le cannabis. Mhm. Euh, Puis ta famille, justement, ils t'ont toujours épaulé, dans le fond? T'as encore des contacts avec Ah tes oui, parents qui sont mes toujours parents, présents? on a une très bonne relation j'ai une très bonne relation avec mes parents. Ça a été très difficile pour eux mais je pense que avec les années, ça va mieux. Puis on communique mieux que jamais et c'est vraiment le fun d'être avec eux. Ah, mais c'est génial, Gilles. T'as l'air bien aujourd'hui, tu consommes pratiquement plus, on peut dire même plus de drogue qui nuisent à ta santé puis à ta vie. Ouais. T'as toujours des contacts avec tes parents qui ont toujours été un soutien fort pour toi. Oui, le reste de ma famille aussi. Si tu avais un message à donner aux gens aujourd'hui qui, eux, souffrent encore, sont dans la rue ou sont toxicomanes ou ils sont pas traités pour leur maladie mentale, qui en souffrent d'une façon quelconque, t'aurais-tu un message à leur dire ou à dire aux proches, aux gens qui sont autour d'eux? Je dirais, ne sois pas trop dur sur toi-même. Take it easy, prends ça mollo. Prends ça une journée à la fois. Et pour les familles, les proches, je dirais, ne lâchez jamais de supporter vos amis qui sont, votre famille qui sombre. Hmm. Ne les lâchez jamais parce que ça vaut la peine. Wow. Gilles, je te remercie beaucoup de t'être livré à nous. C'est vraiment une entrevue géniale. Tu étais vraiment généreux. Ben, je te remercie, ça fait du bien d'en parler. Bon, tant mieux, puis je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Maryse. Se livrer à la caméra avec autant de générosité est admirable. Gilles ne nous a pas que confié son récit. Il nous a transmis un peu de sa douleur. Les sentiments nouveaux qui nous habitent maintenant nous permettront de comprendre un peu mieux l'univers intérieur des personnes qui traversent la vie avec des problèmes de santé mentale. Et, espérons-le, feront naître en nous de la compassion plutôt que du jugement.